Dans une Allemagne soumise à des transformations profondes après la Première Guerre mondiale, se forma la carrière d'un jeune médecin dont la spécialisation en bactériologie le plaça dans des institutions décisives du régime. Élevé dans des paysages ruraux et marqué par des amitiés juives durant son adolescence, il monta professionnellement à Munich en acceptant l'affiliation nazie comme une exigence pratique. Ses contributions scientifiques, précieuses pour l'autosuffisance du Reich, coexistaient dès le début avec des tensions morales qui annonçaient un conflit entre sa vocation médicale et les structures qui finiraient par l'absorber. Affecté par un hasard administratif à l'Institut d'hygiène des Waffen-SS à Auschwitz, son travail technique soutint le fonctionnement du camp tout en essayant de limiter son implication directe. Il refusa de participer aux sélections, protégea des prisonniers spécialisés et conçut des expériences fictives qui préservèrent des vies en danger immédiat. Après la guerre, ces faits seraient corroborés par des survivants, faisant de lui le seul médecin des SS à Auschwitz exonéré par un tribunal. Ce documentaire examine l'histoire curieuse du soi-disant bon médecin d'Auschwitz, de l'auditorium universitaire à l'État nazi, les origines de Münch. En 1911, Hans Wilhelm Münch naquit à Freiburg, au sein d'une famille allemande de classe moyenne. Son père travaillait comme inspecteur des forêts, ce qui plaçait la famille dans des environnements ruraux où le jeune Münch passa ses premières années loin des tensions urbaines qui commençaient à fermenter en Allemagne après la défaite de la Première Guerre mondiale. Durant son adolescence, la famille déménagea à Dresde, ville avec une communauté juive prospère, intégrée dans la vie culturelle et économique. Là, Münch noua de véritables amitiés avec des camarades juifs, notamment avec Leo Oppenheimer, avec qui il partagea même un voyage à vélo jusqu'à Paris. Ces relations précoces créeraient l'une des nombreuses paradoxes qui définiraient sa biographie ultérieure. Après avoir terminé ses études secondaires, Münch entama des études de médecine à Tübingen entre 1933 et 1935, précisément lorsque Hitler consolidait son pouvoir. Il poursuivit sa formation à Munich jusqu'en 1938, se spécialisant en bactériologie et en hygiène, des domaines stratégiques pour la machine de guerre à venir. Sa relation avec le national-socialisme durant ses années formatrices constitue le noyau des contradictions qui définiraient son rôle à Auschwitz. En septembre 1937, alors qu'il était encore étudiant, Münch adhéra formellement au parti nazi, une décision qu'il justifia plus tard comme étant purement pragmatique. Selon ses explications, données des décennies plus tard, cette affiliation ne répondait pas à une conviction idéologique, mais aux exigences pratiques pour assurer son avenir professionnel à Munich, ville natale du mouvement nazi, où la pression pour démontrer sa loyauté envers le régime était particulièrement forte. Avant de rejoindre le parti, en 1935, il s'était engagé dans le NSKK, le corps motorisé national-socialiste, qui, selon son témoignage, représentait l'option la moins politiquement engagée parmi les organisations auxquelles les étudiants universitaires devaient adhérer. La mère de Münch, selon ses souvenirs, avait une position fermement opposée au national-socialisme, exprimant une haine viscérale envers Hitler, tandis que son père restait dans une position d'indifférence, qui en soi était une forme d'accommodation. Cette dynamique familiale créait des tensions que Münch se souvenait en détail, en particulier les discussions où sa mère lui reprochait de s'être jointe au parti, même sans conviction, tandis qu'il défendait sa décision comme étant la seule rationnelle pour ne pas ruiner sa carrière. Cette justification par la rationalité et la nécessité pratique deviendrait un motif récurrent dans sa manière d'expliquer ses décisions ultérieures. Pendant ses années universitaires, Münch développa un travail de recherche qui correspondait parfaitement aux priorités du régime nazi dans sa quête d'autosuffisance économique. Sa thèse de doctorat se concentra sur la recherche d'un substitut à l'agar-agar, un milieu de culture bactérienne devant être importé. Münch développa une solution technique réussie à partir de matériaux disponibles en Allemagne, ce qui lui valut une reconnaissance académique et une thèse exceptionnellement brève, acceptée pour l'obtention de son doctorat. Ce succès illustre comment même des chercheurs sans engagement idéologique profond pouvaient développer des travaux qui servaient parfaitement les objectifs du régime. Après avoir terminé ses études en 1938, Münch travailla comme interne à l'hôpital Schwabinger de Munich, tout en maintenant sa collaboration avec l'Institut d'hygiène. Il se maria avec une collègue médecin et eurent rapidement 2 enfants, nés en 1940 et 1942.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en septembre 1939, la plupart des jeunes médecins furent immédiatement recrutés. Munch et son épouse reçurent une affectation extraordinairement favorable. Ils furent désignés comme médecins ruraux d'urgence dans l'Algérie, remplaçant les praticiens mobilisés sur le front. Cette position leur permit de s'installer dans des environnements ruraux relativement tranquilles, exerçant la médecine et élevant leurs enfants tandis que la guerre dévastait l'Europe. Cependant, cette situation privilégiée commença à générer en Munch un conflit intérieur qu'il décrirait plus tard avec un détail considérable. Tandis qu'il restait confortablement installé en Bavière, il savait que des médecins plus âgés que lui servaient dans des conditions difficiles sur le front. Cette conscience d'éviter le service militaire lui provoquait, selon ses mots, des sentiments de culpabilité qu'il ne pouvait ignorer. À cela s'ajoutait le bombardement propagandiste sur la nécessité pour tous les Allemands de contribuer à l'effort de guerre, des messages qui exerçaient visiblement une influence considérable sur lui. Cette pression psychologique le conduisit à prendre une décision qui changerait complètement son parcours. À partir de 1941, il commença à gérer activement son incorporation au service militaire. Cette détermination est significative car elle ne répondait pas à un ordre direct mais à une initiative personnelle, ce qui complique toute analyse simpliste de son cas. Munch avait été classé comme UK, indispensable, une classification qui le dispensait légalement du service militaire. Cependant, cette exemption légale ne lui apportait pas de paix mentale, et il entama un processus obstiné pour obtenir que les autorités révoquent son statut. Le processus s'avéra extraordinairement compliqué en raison du chevauchement des juridictions bureaucratiques. Munch tenta d'utiliser tous les contacts disponibles, y compris sa sœur qui travaillait à l'état-major de l'armée, mais tous ses efforts furent infructueux pendant des mois. Finalement, lors d'une rencontre fortuite dans un bureau de Munich, il retrouva Strasburger, un ancien collègue de l'Institut d'hygiène. Cette rencontre fortuite, que Munch se souviendrait comme décisive, ouvrirait les portes qui étaient restées fermées. Strasburger, qui occupait un poste lié à Reinhard Heydrich, lui proposa une solution directe. Il pouvait l'obtenir dans les Waffen-SS, qui se présentaient comme une unité d'élite comparable à l'armée régulière. Munch, qui selon son témoignage ne connaissait pas les fonctions des SS au-delà de leur rôle militaire, accepta cette offre sans comprendre les implications pour son avenir. En 1942, tous les obstacles bureaucratiques disparurent soudainement grâce à l'intervention de Strasburger, et Munch fut convoqué pour rejoindre les Waffen-SS. Il reçut une formation abrégée de seulement quelques semaines et dut remplir des formulaires sur sa formation et son expérience. Dans ces documents, il fut enregistré comme médecin formé en bactériologie et en hygiène, ayant travaillé à l'Institut d'hygiène de Munich, ayant développé des milieux de culture bactérienne et ayant de l'expérience en travail de laboratoire dans des conditions primitives. Cette combinaison de compétences était extrêmement précieuse pour une installation spécifique confrontée à de graves problèmes d'épidémie. Au lieu d'être envoyé sur le front comme il l'espérait, Munch fut affecté à l'Institut d'hygiène des Waffen-SS basé à Berlin, une organisation qui supervisait la santé dans toutes les installations sous contrôle des SS, y compris les camps de concentration. Il fut envoyé initialement à Breslau, où il réalisa des examens médicaux pour de jeunes recrues. Lorsque l'ordre de transfert arriva, le document spécifiait simplement une unité désignée sous le nom de Sud-Est, sans autre précision géographique. Munch et son épouse, qui l'avaient accompagné à Breslau, décidèrent qu'elle le suivrait jusqu'à sa destination avant de revenir à Munich via Prague. Cependant, en arrivant à Katowice, ils découvrirent que le train pour Prague ne circulait pas, ce qui amena sa femme à décider de continuer avec lui jusqu'à la destination finale. Ainsi, sans l'avoir prévu, Hans Wilhelm Munch et son épouse arrivèrent ensemble à la gare d'Auschwitz à l'hiver 1943, entre la fin de 1942 et le début de 1943. Munch ignorait complètement quel type d'installation était Auschwitz, un nom qui ne lui disait rien à ce moment-là. À la gare, un sous-officier de l'Institut d'hygiène les attendait et leur assura qu'il n'y aurait aucun problème pour que l'épouse reste quelques jours en attendant le docteur Weber, le supérieur de Munch, qui reviendrait bientôt. Pendant le trajet de la gare à l'Institut d'hygiène de Reichskow, situé à environ 1,5 km du complexe principal, ils observèrent pour la première fois une colonne de prisonniers en marche. Le spectacle de ces êtres vêtus d'uniformes rayés,
émacié, marchant sous la surveillance armée, fut profondément perturbant pour les deux, bien qu'ils ne comprenaient pas encore l'ampleur complète de ce qu'ils étaient en train de voir. Lorsque Munch arriva à l'Institut le dimanche matin, l'installation était pratiquement vide. Le lundi, arriva le commando de prisonniers qui y travaillaient, environ 100 hommes, pour la plupart juifs, bien qu'il y eût aussi des Polonais, tous ayant une formation en médecine, bactériologie ou chimie. Lorsque le capot fit le rapport militaire, Munch, sans expérience des protocoles militaires et agissant instinctivement, ordonna un repos aux prisonniers et se rapprocha de chacun pour lui serrer la main et se présenter. Ce geste, absolument extraordinaire et contraire à toutes les règles des SS concernant le traitement des prisonniers, provoqua l'étonnement tant du sous-officier présent que des prisonniers eux-mêmes. Le sous-officier dut expliquer ensuite à Munch avec urgence qu'en aucun cas il ne devait avoir de contact physique avec les prisonniers, qu'il ne devait pas leur parler sauf pour donner des ordres, et qu'il existait des règlements stricts sur les interactions autorisées. Cette première scène, apparemment mineure mais profondément symbolique, préfigurait le comportement que Munch adopterait durant son séjour à Auschwitz et qui finirait par devenir le facteur central de sa survie légale lors des procès d'après-guerre. Au cours des premiers jours, Munch commença à comprendre progressivement la réalité du lieu. Le docteur Bruno Weber, son supérieur immédiat, lui expliqua sans détour toute la structure et le fonctionnement du camp, y compris l'existence des chambres à gaz, le processus de sélection des convois, l'élimination systématique de ceux considérés comme inaptes et la fonction de l'Institut dans ce système. Weber lui précisa que l'Institut ne participait pas directement aux sélections ni aux exécutions, que sa fonction était strictement la prévention des épidémies par des analyses bactériologiques et que tant qu'il se limitait à ses fonctions techniques, il pourrait éviter d'être impliqué dans les aspects les plus sombres d'Auschwitz. Comment fonctionnait Auschwitz depuis ses structures internes invisibles? L'Institut d'hygiène des Waffen-SS à Reiskow, où Hans Wilhelm Munch travailla pendant environ 18 mois entre 1943 et janvier 1945, constituait une pièce fondamentale dans l'infrastructure qui permettait le fonctionnement du complexe d'Auschwitz. Sa création répondait à un besoin pratique urgent. Les épidémies avaient affecté non seulement les prisonniers, mais aussi le personnel allemand, mettant en danger l'opérabilité du camp et des industries associées. Avant la création de l'Institut, lorsqu'un foyer de typhus était détecté, la procédure standard consistait à fermer le bloc entier et à envoyer tous ses occupants dans les chambres à gaz, puis à désinfecter la structure avec du Zyklon B. Cette méthode brutale et inefficace multipliait inutilement les morts et réduisait la main-d'œuvre disponible. De plus, elle générait un effet contre-productif. Les prisonniers et les médecins prisonniers commencèrent à cacher systématiquement les maladies contagieuses, sachant que les signaler signifiait une mort certaine pour tous les habitants du bloc. Cette situation chaotique amena les SS à créer l'Institut dans le but de mettre en place des méthodes plus scientifiques de contrôle des épidémies, non pas pour des raisons humanitaires, mais par nécessité de protéger le personnel allemand et de maintenir opérationnelle la main-d'œuvre esclave dont les industries de guerre avaient besoin. L'incident qui précipita la création de l'Institut fut l'infection par le typhus de l'épouse du SS Obersturmbannführer César, qui dirigeait les opérations agricoles à Reiskow. La panique que ce cas provoqua parmi les autorités motiva la décision d'établir un laboratoire bactériologique complet capable de réaliser des analyses systématiques, d'identifier les foyers à un stade précoce et de développer des stratégies de confinement qui ne dépendraient pas uniquement de l'extermination massive. Lorsque Munch arriva à Reiskow, l'Institut fonctionnait déjà sous la direction de Weber, qui avait réussi à établir un protocole efficace avec environ 100 prisonniers, la grande majorité étant des médecins, bactériologistes, chimistes ou techniciens de laboratoires juifs provenant de divers pays européens. Ces prisonniers représentaient une ressource extraordinairement précieuse, car beaucoup avaient été des professionnels de haut niveau avec des connaissances spécialisées. Leur survie dépendait directement de leur utilité perçue, créant une dynamique particulière dans l'univers concentrationnaire. Le travail de l'Institut couvrait de nombreux domaines. Examen systématique de l'eau pour détecter la contamination bactérienne, analyse des aliments tant des prisonniers que du personnel SS pour vérifier leur salubrité, culture et identification des bactéries dans les cas suspects de maladies infectieuses,
production de milieux de culture bactérienne utilisant la technique que Munch avait développée durant son doctorat, réalisation d'analyses sérologiques diverses et production limitée de vaccins et de préparations bactériologiques. Ce travail technique, apparemment neutre d'un point de vue scientifique, remplissait cependant une fonction essentielle dans le maintien du système d'extermination, en permettant que les opérations du camp continuent sans interruption, dues à des épidémies incontrôlables. La position de Munch dans ce système présente des complexités qui ont suscité des débats historiographiques pendant des décennies. D'une part, son travail ne comportait pas de participation directe aux sélections, aux exécutions ou aux expérimentations médicales criminelles du type de celles réalisées par Joseph Mengele, Karl Kloberg et d'autres médecins des SS. Sa fonction était strictement technique et son contact avec les prisonniers se limitait au commandement de l'Institut, avec qui il développa des relations qu'il décrivait comme cordiales et comprenant des conversations sur des sujets scientifiques, personnels et occasionnellement politiques. Cependant, d'autre part, le travail de l'Institut contribuait directement à maintenir le camp d'extermination opérationnel et Munch était parfaitement conscient depuis le début de la véritable fonction d'Auschwitz et du destin qui attendait la majorité de ceux qui arrivaient dans les convois. Durant ses premiers mois à Auschwitz, Munch vécut ce qu'il décrivit lui-même comme un choc profond face à la réalité du camp. Il affirmait qu'il était psychologiquement dévastateur de voir la déshumanisation systématique des prisonniers, de voir des êtres humains réduits à des numéros, d'observer les colonnes de musulmanes, des prisonniers dans un état de famine tel que leur mort était imminente, et de prendre conscience que des milliers de personnes étaient systématiquement tuées à quelques kilomètres de là. En même temps, il reconnaissait qu'avec le temps, un processus d'adaptation psychologique s'était produit en lui, une forme d'engourdissement émotionnel qui lui permettait de fonctionner sans s'effondrer mentalement, un mécanisme qu'il comparait à la capacité des personnes à s'habituer à des bombardements constants. À l'Institut, Munch établit des relations avec les prisonniers qui allèrent bien au-delà de ce que permettaient les règlements et qui seraient essentiels pour son acquittement ultérieur. Il permettait aux prisonniers de parler avec lui de leurs vies antérieures, de leurs familles, de leurs espoirs, et occasionnellement de politique et de la guerre, des conversations absolument interdites qui pouvaient entraîner de sévères punitions. Lorsque certains prisonniers du commando avaient un membre de leur famille ailleurs dans le camp en danger immédiat, Munch intervenait parfois pour transférer cette personne au commando de l'Institut, où les conditions étaient incomparablement meilleures. L'Institut bénéficiait de privilèges significatifs en matière de nourriture. Weber avait mis en place un système de production alimentaire autonome qui complétait les rations officielles. Le complexe incluait des terres cultivables où des légumes étaient reproduits et l'Institut élevait des animaux de laboratoire que Weber avait délibérément agrandis au-delà des besoins techniques pour pouvoir sacrifier des animaux pour la consommation. Les rations officielles arrivaient quotidiennement, mais étaient fréquemment redistribuées à d'autres prisonniers, car le commando se nourrissait principalement de sa propre production, de bien meilleure qualité. Cette situation exceptionnelle signifiait que les prisonniers de l'Institut avaient une probabilité de survie incomparable à celle de la population générale. Munch développa également des relations d'échange avec d'autres parties du complexe qui bénéficiaient aux prisonniers de son commando. L'Institut certifiait la salubrité de la viande produite dans l'abattoir du camp, une fonction qui conférait à Munch un certain pouvoir de négociation. Dans l'économie informelle où l'alcool était rare et très prisé, Munch pouvait échanger de l'alcool contre des saucisses ou de la viande qu'il intégrait ensuite à l'alimentation des prisonniers de son commando. Ce système d'organisation était omniprésent à Auschwitz à tous les niveaux, créant une économie parallèle basée sur le troc et des relations de clientélisme. L'un des épisodes les plus révélateurs, et qui serait central dans son acquittement ultérieur, se produisit durant l'été 1944, lorsque les transports massifs de Juifs hongrois commencèrent à arriver. Entre mai et juillet, environ 430 000 Juifs furent déportés de Hongrie vers Auschwitz dans une opération d'une rapidité et d'une échelle sans précédent. L'arrivée de ces transports surchargea complètement toutes les installations d'Auschwitz-Birkenau. Les chambres à gaz et les crématoriums fonctionnaient à pleine capacité et au-delà, il fallut de nouveau recourir à des fosses communes où les corps étaient brûlés lorsque les fours ne suffisaient plus. Dans ce contexte d'extermination à grande échelle, tous les médecins des SS à Auschwitz furent convoqués pour participer aux sélections sur la rampe de Birkenau, où les trains étaient déchargés et où,
En quelques minutes, il était décidé qu'il serait immédiatement envoyé aux chambres à gaz et qu'il serait temporairement admis pour travailler. Munch reçut l'ordre de se rendre sur la rampe, un ordre qui, selon toutes les preuves, était la première fois qu'il le recevait durant son séjour, ayant réussi jusqu'à ce moment à rester exclusivement dans les fonctions de l'Institut sans s'impliquer dans les opérations d'extermination. La réaction de Munch face à cet ordre constitue le noyau de ce qui le distingue de la majorité des médecins des SS à Auschwitz et la base de son acquittement. Au lieu d'obéir, il se rendit directement auprès du commandant du camp, Arthur Liebehenschel, et lui communiqua catégoriquement qu'il ne réaliserait pas les sélections sous aucune circonstance, qu'il fasse ce qu'ils voulèrent de lui, mais qu'il ne participerait pas à cette procédure. Ce refus direct d'obéir à un ordre, extraordinairement rare dans le contexte des SS et d'Auschwitz, fut accueilli avec surprise et indignation. L'affaire fut renvoyée au adjoint du commandant, qui lui ordonna de se présenter à nouveau sur la rampe 2 jours plus tard, laissant clairement entendre qu'ils n'acceptèrent pas son refus. Face à cette réitération, Munch se rendit auprès de Weber, qui se trouvait justement à Auschwitz, et lui expliqua la situation. Weber lui conseilla de se rendre immédiatement à Berlin pour parler directement avec Joachim Mrugowski, professeur de médecine et officier des SS qui dirigeait tout l'institut d'hygiène depuis la capitale. Munch se rendit à Berlin cette même nuit, obtint un entretien avec Mrugowski et lui exposa clairement sa position. Il ne participerait pas aux sélections, estimant que cette activité ne faisait pas partie de ses fonctions de bactériologue, et il était prêt à accepter les conséquences, y compris son envoi sur le front oriental ou même un conseil de guerre. Mrugowski, face à cette position ferme et après avoir évalué la situation, décida de protéger Munch par un appel téléphonique au commandant d'Auschwitz. Les raisons exactes de cette décision ne sont pas entièrement claires, mais elles impliquaient apparemment plusieurs facteurs. Munch était un spécialiste précieux dans un domaine avec une pénurie de personnel qualifié. Mrugowski avait besoin de quelques faveurs de la part du commandant en créant une situation de négociation réciproque. Et il y avait peut-être une reconnaissance que forcer quelqu'un à réaliser des sélections contre sa volonté explicite pouvait se révéler contre-productif. Le résultat fut que Munch fut formellement exempté de participer aux sélections, une exemption qui fut maintenue pendant tout son temps à Auschwitz et qui fit de lui le seul médecin des SS dans le camp, selon tous les témoignages disponibles, à avoir refusé avec succès cette fonction. La nouvelle de cette exemption se diffusa rapidement parmi les prisonniers de l'Institut, et au-delà, le fait qu'un médecin des SS se soit refusé à réaliser des sélections et ait réussi à maintenir sa position acquit un grand symbole pour de nombreux prisonniers, leur suggérant que tous les Allemands n'étaient pas complètement engagés dans le système et qu'il était possible de résister à certains aspects, même en étant en marge. Les prisonniers du commando, conscients d'avoir obtenu un superviseur qui ne participait pas aux opérations d'extermination et qui les traitait avec une relative humanité, firent tout leur possible pour le maintenir à Auschwitz et pour le dissuader de toute tentative de demander un transfert. Cependant, cet épisode de refus de réaliser des sélections, qui constitue l'aspect le plus positif du comportement de Munch, doit être contextualisé dans le cadre plus large de sa fonction dans le camp. Munch continua de travailler à l'Institut pendant les mois suivants, réalisant des analyses bactériologiques qui contribuaient au bon fonctionnement du camp, participant à l'économie informelle des échanges et maintenant des relations cordiales avec d'autres officiers des SS. Parmi ceux-ci se trouvait Joseph Mengele, le médecin qui deviendrait le symbole des crimes médicaux du nazisme. La relation entre Munch et Mengele, telle que Munch l'a décrivie par la suite, présente une autre paradoxe déroutant. Munch affirma avoir eu des conversations longues avec Mengele, des débats qu'il qualifiait de discussions politiques et idéologiques où il essayait de comprendre la vision du monde d'un national-socialiste convaincu. Selon son récit, Mengele représentait le type de bourreau idéologiquement engagé, quelqu'un qui croyait réellement en la théorie raciale nazie, qui considérait les Juifs comme une menace existentielle pour la civilisation européenne et qui voyait son travail à Auschwitz comme une opportunité scientifique unique pour faire progresser la connaissance génétique à travers des expériences qui seraient impossibles dans des circonstances normales en raison des restrictions éthiques. La réaction de Munch face à cet ordre constitue le noyau de ce qui le distingue de la majorité des médecins des SS à Auschwitz et la base de son acquittement. Au lieu d'obéir, il se rendit directement auprès du commandant du camp, Arthur Liebehenschel,
et lui communiqua catégoriquement qu'il ne réaliserait pas les sélections sous aucune circonstance, qu'il fasse ce qu'ils voulèrent de lui, mais qu'il ne participerait pas à cette procédure. Ce refus direct d'obéir à un ordre, extraordinairement rare dans le contexte des SS et d'Auschwitz, fut accueilli avec surprise et indignation. L'affaire fut renvoyée au adjoint du commandant, qui lui ordonna de se présenter à nouveau sur la rampe 2 jours plus tard, laissant clairement entendre qu'ils n'acceptèrent pas son refus. Face à cette réitération, Munch se rendit auprès de Weber, qui se trouvait justement à Auschwitz, et lui expliqua la situation. Weber lui conseilla de se rendre immédiatement à Berlin pour parler directement avec Joachim Mrugowski, professeur de médecine et officier des SS qui dirigeait tout l'institut d'hygiène depuis la capitale. Munch se rendit à Berlin cette même nuit, obtint un entretien avec Mrugowski et lui exposa clairement sa position. Il ne participerait pas aux sélections, estimant que cette activité ne faisait pas partie de ses fonctions de bactériologue, et il était prêt à accepter les conséquences, y compris son envoi sur le front oriental ou même un conseil de guerre. Mrugowski, face à cette position ferme et après avoir évalué la situation, décida de protéger Munch par un appel téléphonique au commandant d'Auschwitz. Les raisons exactes de cette décision ne sont pas entièrement claires, mais elles impliquaient apparemment plusieurs facteurs. Munch était un spécialiste précieux dans un domaine avec une pénurie de personnel qualifié. Mrugowski avait besoin de quelques faveurs de la part du commandant en créant une situation de négociation réciproque. Et il y avait peut-être une reconnaissance que forcer quelqu'un à réaliser des sélections contre sa volonté explicite pouvait se révéler contre-productif. Le résultat fut que Munch fut formellement exempté de participer aux sélections, une exemption qui fut maintenue pendant tout son temps à Auschwitz et qui fit de lui le seul médecin des SS dans le camp, selon tous les témoignages disponibles, à avoir refusé avec succès cette fonction. La nouvelle de cette exemption se diffusa rapidement parmi les prisonniers de l'Institut, et au-delà, le fait qu'un médecin des SS se soit refusé à réaliser des sélections et ait réussi à maintenir sa position acquit un grand symbole pour de nombreux prisonniers, leur suggérant que tous les Allemands n'étaient pas complètement engagés dans le système et qu'il était possible de résister à certains aspects, même en étant en marge. Les prisonniers du commando, conscients d'avoir obtenu un superviseur qui ne participait pas aux opérations d'extermination et qui les traitait avec une relative humanité, firent tout leur possible pour le maintenir à Auschwitz et pour le dissuader de toute tentative de demander un transfert. Cependant, cet épisode de refus de réaliser des sélections, qui constitue l'aspect le plus positif du comportement de Munch, doit être contextualisé dans le cadre plus large de sa fonction dans le camp. Munch continua de travailler à l'Institut pendant les mois suivants, réalisant des analyses bactériologiques qui contribuaient au bon fonctionnement du camp, participant à l'économie informelle des échanges et maintenant des relations cordiales avec d'autres officiers des SS. Parmi ceux-ci se trouvait Joseph Mengele, le médecin qui deviendrait le symbole des crimes médicaux du nazisme. La relation entre Munch et Mengele, telle que Munch la décrivit par la suite, présente une autre paradoxe déroutant. Munch affirma avoir eu des conversations longues avec Mengele, des débats qu'il qualifiait de discussions politiques et idéologiques où il essayait de comprendre la vision du monde d'un national-socialiste convaincu. Selon son récit, Mengele représentait le type de bourreau idéologiquement engagé, quelqu'un qui croyait réellement en la théorie raciale nazie, qui considérait les Juifs comme une menace existentielle pour la civilisation européenne et qui voyait son travail à Auschwitz comme une opportunité scientifique unique pour faire progresser la connaissance génétique à travers des expériences qui seraient impossibles dans des circonstances normales en raison des restrictions éthiques. Cracovie 1947. Comment la responsabilité individuelle a été déterminée. À l'été 1945, Hans Wilhelm Munch se remit aux autorités militaires américaines dans un camp de prisonniers près de Stuttgart, s'identifiant comme médecin des Waffen-SS et révélant qu'il avait été affecté à Auschwitz. Cette décision de se dénoncer volontairement, au lieu de tenter de disparaître dans le chaos de l'Allemagne occupée où la vérification des identités était extrêmement difficile, représentait un pari important sur la manière dont il serait traité par les Alliés victoriens. Une fois identifié comme ancien membre des SS ayant servi dans le camp de concentration le plus infâme du système nazi, Munch fut transféré dans des installations spéciales où le personnel des SS était retenu pour classification et enquête.
Dans les baraques de Kornwestheim, près de Stuttgart, où Munch resta plusieurs mois avec de nombreux autres membres des SS, se produisirent des scènes révélatrices des dynamiques psychologiques entre anciens auteurs de crimes désormais devenus prisonniers. Des commissions d'anciens prisonniers de camps de concentration visitaient régulièrement ces installations, passaient en revue les détenus alignés et identifiaient occasionnellement des gardes ou des officiers spécifiques qui avaient commis des crimes, lesquels étaient alors extradés vers les pays où ils avaient opéré pour être jugés. Munch observa que, lorsqu'elle le voyait, certains anciens prisonniers ayant été à Auschwitz le reconnaissaient, mais informaient les enquêteurs alliés qu'ils n'avaient pas de charge contre lui, ce qui constituait un signe précoce que son comportement avait été perçu différemment de celui de la plupart. La conversation entre les prisonniers des SS à Kornwestheim tournait invariablement autour de leurs perspectives d'avenir et de leurs tentatives de minimiser leurs responsabilités. Munch décrivit plus tard comment la plupart de ses compagnons s'étaient engagés dans la construction de récits d'innocence, insistant sur le fait qu'ils n'avaient personnellement jamais rien fait de mal, qu'ils avaient seulement obéi aux ordres, qu'ils étaient de simples administrateurs sans pouvoir de décision, que les vrais criminels étaient d'autres. Cette atmosphère de déni collectif créait un environnement psychologiquement oppressant, où Munch, conscient qu'il avait lui aussi été à Auschwitz, mais aussi qu'il avait agi différemment, se sentait isolé et dans une position ambiguë. En 1946, Munch fut extradé depuis la zone d'occupation américaine vers la Pologne, avec de nombreux autres membres des SS ayant servi à Auschwitz, pour être jugés par les tribunaux polonais qui poursuivaient systématiquement les criminels de guerre allemands capturés. Cette extradition marqua le début d'environ 2 ans de détention et d'interrogatoire dans des prisons polonaises, d'abord à Breslau, puis à Cracovie. Le traitement qu'il reçut fut, selon ses descriptions, étonnamment varié, oscillant entre des périodes de conditions extrêmement dures, de surpeuplement et de mauvais traitements occasionnels de la part des gardes qui le considéraient comme un criminel de guerre de plus, et des périodes de traitement relativement privilégiées lorsque les magistrats instructeurs commencèrent à comprendre que sa situation était différente de celle des autres accusés. Le processus d'instruction du dossier contre Munch fut long et minutieux. Les magistrats polonais interrogèrent Munch de manière exhaustive sur chaque aspect de son temps à Auschwitz, comment il y était arrivé, quelles avaient été ses fonctions spécifiques, ce qu'il avait observé, quelles relations il avait entretenues avec d'autres membres des SS, comment il avait traité les prisonniers sous sa supervision, s'il avait participé aux sélections, s'il avait réalisé des expériences médicales, et tout autre aspect pertinent pour déterminer son degré de responsabilité criminelle. Munch coopéra pleinement à ces interrogatoires, fournissant des réponses détaillées et véridiques sur son expérience, y compris des informations sur le fonctionnement général du camp, sur les autres médecins des SS et sur le système d'extermination, des informations précieuses pour les enquêteurs polonais dans leurs efforts pour documenter complètement les crimes commis à Auschwitz. Pendant cette période de détention avant le procès, Munch vécut des moments de profonde désespérance, alternés avec une espérance prudente, au fur et à mesure qu'il comprenait comment son cas était évalué. Le magistrat instructeur lui informa, à un moment donné, pour sa grande surprise et soulagement, qu'il n'y avait pas de charge sérieuse contre lui dans les archives polonaises, que les témoignages recueillis auprès d'anciens prisonniers qu'il avait connus étaient systématiquement positifs ou au moins neutres, et que le tribunal n'avait pas l'intention de le condamner pour des crimes qu'il n'avait pas commis simplement parce qu'il avait été membre des SS à Auschwitz. Ce magistrat proposa même de contacter la femme de Munch en Bavière pour lui annoncer que son mari allait bien et qu'il serait probablement libéré, un geste humanitaire extraordinaire qui toucha profondément Munch. Le procès principal contre le personnel d'Auschwitz eut lieu en 1947 devant la Cour suprême nationale de Pologne, un tribunal spécial établi spécifiquement pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis sur le territoire polonais pendant l'occupation allemande. Parmi les accusés figurait Arthur Liebehenschel, qui avait été commandant d'Auschwitz après Rudolf Höss, Maria Mandel, la redoutée chef des surveillantes du camp de femmes de Birkenau, Hans Homeyer, ancien chef du camp, et environ 40 autres accusés, y compris des médecins, des administrateurs et des gardes. Munch était le seul médecin parmi les accusés, car d'autres, comme Joseph Mengele, avaient réussi à s'échapper. La présence de Munch à la barre avec ses criminels condamnés créait une situation paradoxale,
car il était jugé pour les mêmes accusations que les autres, mais dans des circonstances factuelles complètement différentes. Le procès se déroula pendant plusieurs semaines, avec la présentation de témoignages de nombreux survivants qui racontèrent les horreurs vécues et identifièrent des accusés spécifiques comme les auteurs de crimes concrets. Le parquet polonais construisit méticuleusement le dossier contre chaque accusé, documentant leur rôle spécifique dans le fonctionnement du camp, présentant des preuves de participation aux sélections, aux exécutions, aux tortures, aux expériences médicales criminelles ou dans l'administration générale du système qui avait assassiné plus d'1 million de personnes. Dans le cas de Munch, cependant, le parquet faisait face à un problème fondamental. Il n'existait aucun témoignage de victime qui l'incriminait dans des crimes spécifiques. Il n'y avait pas de preuve qu'il ait participé aux sélections, malgré le fait qu'il ait été à Auschwitz pendant la période des déportations hongroises, quand pratiquement tous les médecins participaient, et il y avait de nombreux témoignages d'anciens prisonniers affirmant que Munch avait agi humainement, dans les limites des possibilités offertes par sa position. Le moment crucial du procès en relation avec Munch arriva lorsque le parquet présenta les accusations liées aux expériences qu'il avait soi-disant réalisées avec les femmes juives transférées depuis le bloc de Klauberg. L'accusation, basée sur des documents de l'Institut capturés par les forces soviétiques, soutenait que Munch avait utilisé ces femmes comme sujet d'expérimentation médicale, les soumettant à des procédures douloureuses et inhumaines sans leur consentement, et que plusieurs d'entre elles étaient mortes à la suite de ces expériences. Cette accusation, si elle avait été maintenue, aurait été suffisante pour condamner Munch, car les expériences médicales non consenties sur des prisonniers avaient été déclarées crimes contre l'humanité lors des procès de Nuremberg. Cependant, lorsque la défense eut l'occasion de présenter son cas, quelque chose de totalement inattendu se produisit dans le contexte d'un procès contre le personnel d'Auschwitz. Plusieurs des femmes qui avaient été soumises aux expériences de Munch furent localisées et amenées à Cracovie pour témoigner. Ces femmes, au lieu de confirmer la version de l'accusation concernant des expériences douloureuses et inhumaines, témoignèrent que, bien qu'elles aient formellement été des sujets d'expérimentation et aient reçu des injections soi-disant douloureuses, en réalité les expériences étaient fictives, conçues spécifiquement pour créer une justification bureaucratique permettant de les maintenir en vie et à l'Institut, au lieu de les renvoyer au camp général où elles auraient été gazées. Elles expliquèrent que Munch leur avait explicitement demandé de se plaindre de douleur et de gêne lorsque quelqu'un poserait des questions, afin que personne ne suspecte que, en réalité, rien de substantiel ne se passait, et qu'elles avaient compris que cela était un subterfuge pour sauver leur vie. L'impact de ces témoignages dans la salle d'audience fut extraordinaire. Le public présent, composé en grande partie de survivants d'Auschwitz et de membres de familles de victimes, éclata en applaudissements spontanés lorsque les femmes eurent terminé leur témoignage, une réaction émotionnelle très inhabituelle dans le contexte formel d'un tribunal, mais qui reflétait la reconnaissance que l'on était témoin de quelque chose d'exceptionnel. Des victimes d'Auschwitz témoignant en faveur d'un membre des SS, non pas sous contrainte ou confusion, mais par une véritable gratitude envers quelqu'un qui avait utilisé sa position de pouvoir, non pour infliger de la souffrance supplémentaire, mais pour sauver des vies dans les circonstances limitées que lui permettait le système. En plus de ce témoignage dramatique sur les expériences fictives, la défense présenta de nombreux autres témoignages d'anciens prisonniers du commando de l'Institut qui corroboraient le traitement relativement humain que Munch avait réservé aux prisonniers sous sa supervision, son refus de participer aux sélections, son intervention dans plusieurs cas pour sauver des individus spécifiques en danger, et son comportement général qui, sans être héroïque dans le sens d'une résistance active contre le système, représentait au moins une forme de non-coopération avec ses aspects les plus criminels et une tentative de maintenir une certaine humanité au milieu de l'horreur. Le tribunal, après avoir évalué toutes les preuves présentées, délibéra sur chaque accusé individuellement. La plupart furent déclarés coupables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, recevant des peines allant de longues peines de prison à la peine de mort. Arthur Liebehenschel fut condamné à mort et exécuté. Maria Mandel fut condamnée à mort et exécutée. Hans Homeyer fut condamné à mort et exécuté. La liste des condamnations et des exécutions fut longue, reflétant la détermination du tribunal polonais à rendre justice pour les crimes commis à Auschwitz. Cependant, lorsque ce fut le tour de Hans Wilhelm Munch, le tribunal rendit un verdict qui surprit de nombreux observateurs, bien qu'il fût la conclusion logique des preuves présentées. Munch fut acquitté de toutes les charges.
Le verdict d'acquittement expliquait en détail les raisons de cette décision exceptionnelle. Le tribunal reconnaissait que Munch avait été membre des SS et qu'il avait servi à Auschwitz pendant une période où des exterminations massives avaient eu lieu. Mais il déterminait, sur la base des preuves, que Munch n'avait pas personnellement participé à aucune activité criminelle, que son travail avait été d'une nature strictement technique et scientifique, qu'il avait refusé de participer aux sélections malgré les ordres reçus, qu'il avait traité humainement les prisonniers sous sa supervision et qu'il avait fait des efforts actifs pour sauver des vies lorsqu'il en avait eu l'occasion. Le tribunal appliquait les principes établis lors des procès de Nuremberg, où il avait été déterminé que le simple fait d'appartenir à des organisations criminelles comme les SS ne constituait pas automatiquement une culpabilité individuelle si la personne n'avait pas participé en connaissant les objectifs criminels de l'organisation ou si elle avait tenté de résister à ces objectifs. Cette absolution faisait de Munch une figure historique unique, le seul médecin des SS ayant servi à Auschwitz qui fut formellement exonéré par un tribunal des crimes de guerre, une distinction qui aurait des conséquences profondes pour sa vie ultérieure et pour la manière dont son cas serait interprété par les historiens, les éducateurs et le public en général. Cependant, l'absolution légale ne signifiait pas une absolution morale complète, même pour Munch lui-même, qui conserverait tout au long de sa vie une relation complexe et ambivalente avec son passé, oscillant entre l'affirmation qu'il n'avait rien à se reprocher, car il n'avait pas commis de crime, et la reconnaissance qu'il avait été une partie d'un système monstrueux, et que cette participation, indépendamment de ses actions individuelles spécifiques, portait avec elle un fardeau moral permanent. Vivre avec Auschwitz, témoignages, mémoire et responsabilité morale. Lorsque Hans Wilhelm Munch retourna en Bavière en 1948, après 3 ans de détention en Pologne, il trouva une Allemagne vaincue et occupée où des millions de personnes tentèrent de reconstruire leur vie. Sa femme et ses enfants l'accueillirent avec un soulagement mêlé aux tensions inévitables d'une longue absence. L'absolution à Cracovie le distinguait légalement de la grande majorité des anciens membres des SS, mais son passé à Auschwitz restait un obstacle pour se réintégrer dans la société allemande d'après-guerre, où coexistaient les efforts officiels de dénazification et la nécessité pratique de réintégrer des millions d'anciens membres du parti nazi afin que le pays puisse fonctionner. Munch faisait face au dilemme de savoir comment se présenter professionnellement, s'identifier comme ancien médecin d'Auschwitz acquitté ou simplement comme médecin avec une expérience militaire générique. Étonnamment, l'un de ses premiers contacts fut avec Philipp Auerbach, un ancien prisonnier d'Auschwitz que Munch avait intégré au commando de l'Institut et qui occupait maintenant une position importante en tant que représentant des victimes du nazisme à Munich. Auerbach, reconnaissant que Munch avait agi différemment à Auschwitz, l'aida à s'établir professionnellement, un soutien crucial pour naviguer à travers les processus de dénazification. Avec cette aide, Munch réussit à s'établir comme médecin rural dans l'Allgäu, retrouvant le type de pratique qu'il avait développé avant son incorporation au SS. Pendant 4 décennies, de 1948 à sa retraite en 1990, il exerça la médecine dans de petites communautés rurales de Bavière, où la vie se déroulait à un rythme lent et où les horreurs d'Auschwitz semblaient appartenir à un autre univers. Ce contraste entre le camp d'extermination et la vie de médecin de campagne créait une dissociation existentielle qu'il dut gérer tout au long de sa vie. La stratégie initiale de Munch et de sa famille fut le silence. Ne pas parler d'Auschwitz, essayer de vivre normalement en espérant que les souvenirs se dissiperaient. Cette stratégie de l'oubli actif était courante dans l'Allemagne d'après-guerre, où des millions de personnes ayant participé de diverses manières au régime nazi optaient collectivement pour ne pas parler du passé, créant une conspiration du silence qui permettait la reconstruction matérielle, mais empêchait de confronter adéquatement la culpabilité collective. Cependant, pendant les années 50 et 60, à mesure que l'Allemagne vivait son miracle économique, un processus de confrontation tardive avec le passé nazi commença également. Les procès de Francfort contre le personnel d'Auschwitz, tenus entre 1963 et 1965, constituèrent un moment crucial, car pour la première fois, un tribunal allemand jugeait systématiquement des crimes commis dans les camps de concentration, écoutant des témoignages de survivants et documentant de manière détaillée le système d'extermination. Munch fut appelé à témoigner à Francfort, non pas en tant qu'accusé mais en tant que témoin, étant donné son acquittement en Pologne.
Ce rôle marqua le début d'une nouvelle phase dans sa relation avec le passé, caractérisée par la narration publique de son expérience. À Francfort, il décrivit la structure organisationnelle du camp, les différentes catégories de personnel des SS, le processus de sélection, le fonctionnement des chambres à gaz, la vie des prisonniers, les épidémies, l'institut d'hygiène et de nombreux détails techniques précieux pour la compréhension historique de l'Holocauste. En fournissant ces témoignages, Munch naviguait sur un terrain moralement complexe, aidant la justice allemande à poursuivre ses anciens collègues tout en construisant une narration sur sa propre innocence. Il soulignait constamment qu'il avait été affecté à Auschwitz par hasard, que sa fonction avait été technique et scientifique, qu'il avait refusé de participer aux sélections, qu'il avait traité humainement les prisonniers et qu'il avait tenté de sauver des vies lorsque cela avait été possible. Cette narration, essentiellement véridique selon les preuves, servait également une fonction d'auto-justification. L'accueil fut complexe. Pour les survivants qu'il avait reconnus personnellement, Munch représentait la preuve qu'il était possible de se comporter humainement même dans des circonstances extrêmes, que l'obéissance aveugle n'était pas inévitable, que les auteurs de crimes avaient eu des choix. Cette interprétation en faisait un exemple positif contre l'argument selon lequel tout le monde aurait agi de la même manière. Pour d'autres, cependant, son acquittement et son autoprésentation comme un résistant moral posèrent problème. Il avait passé 18 mois à réaliser un travail qui contribuait au fonctionnement du camp. Son refus de participer aux sélections ne les avait pas empêchés car d'autres médecins les avaient effectuées. Et sa présentation comme victime psychologique pouvait être perçue comme une appropriation indue d'un statut qui appartenait légitimement uniquement à ceux qui avaient été persécutés et tués. Munch maintint des contacts avec plusieurs survivants du commando de l'Institut, des relations généralement cordiales qui incluaient occasionnellement des rencontres personnelles. Hermann Langbein, prisonnier politique autrichien devenu un historien important du camp, l'encouragea à parler publiquement, arguant que son témoignage montrait qu'il avait été possible d'agir différemment. Cependant, d'autres survivants considéraient que tout membre des SS à Auschwitz, indépendamment de son comportement individuel, portait une tâche indélébile. Pendant les années 70 et 80, à mesure que l'Holocauste prenait une place centrale dans la mémoire publique à l'échelle internationale, Munch émergea de son anonymat en tant que médecin rural pour devenir une figure de référence sur la question de savoir s'il était possible de ne pas participer aux crimes nazis en occupant des positions de pouvoir au sein du système. Des éducateurs, chercheurs et cinéastes le recherchèrent, attirés par la particularité de son cas en tant qu'anomalie historique. Le réalisateur Bernhard Frankfurter produisit plusieurs documentaires sur Munch pendant les années 80 et 90, y compris le film basé sur le livre Die Begegnung, où Munch fut confronté pendant 3 jours à Dagmar Ostermann, une survivante ayant travaillé dans la section politique du camp. Cette confrontation, filmée en 1988, représente l'un des documents les plus extraordinaires sur la mémoire de l'Holocauste, capturant en temps réel la rencontre entre un auteur de crimes atypique et une victime, venant de côtés opposés de la division fondamentale entre opprimés et oppresseurs. Pendant les sessions, Ostermann interrogea Munch de manière persistante sur ses motivations, ses décisions et ses rationalisations, cherchant à comprendre comment il avait pu continuer à travailler à Auschwitz après avoir compris quel type de lieu c'était, pourquoi il n'avait pas tenté de s'échapper plus agressivement, comment il réconciliait son identité médicale avec sa participation à un système conçu pour assassiner massivement. Ces réponses révélaient à la fois sa difficulté à articuler clairement ses émotions sur Auschwitz et son besoin de défendre son comportement comme moralement acceptable. La dynamique la plus révélatrice était l'inversion des attentes sur qui avait la position émotionnellement la plus difficile. Munch insistait sur le fait que pour lui, il était extrêmement difficile de parler avec des survivants juifs parce qu'il savait qu'ils ne comprendraient jamais complètement sa position, qu'il y aurait toujours une suspicion sous-jacente et que son acquittement légal n'éliminait pas les doutes moraux. Ostermann rejetait cette caractérisation, insistant sur le fait qu'elle n'avait aucune difficulté à le confronter directement sans haine, bien qu'avec une réserve morale inévitable, et que la véritable difficulté résidait en Munch, qui devait vivre en sachant qu'il avait fait partie du système d'Auschwitz.
Cette dispute sur qui souffrait le plus illustrait une profonde tension sur la propriété de la souffrance et sur la question de savoir si des auteurs de crimes relativement bénins ont droit à revendiquer une victimisation psychologique. En 1995, 50 ans après la libération d'Auschwitz, Munch effectua un voyage de retour au camp, accompagné d'une survivante qui avait été utilisée dans les expériences de Mengele lorsqu'elle était enfant. Cette visite, filmée par Frankfurter, montrait un Munch âgé marchant sur les ruines de Birkenau, voyant les baraquements préservés, les ruines des chambres à gaz, la rampe où arrivaient les convois, la zone où se trouvait l'institut à Rajsko. Ses réactions oscillaient entre réflexions silencieuses, explications historiques presque académiques sur le fonctionnement de chaque partie du camp et moments d'émotion lorsqu'il confrontait des lieux associés à des souvenirs particuliers. Pour les observateurs, le spectacle d'un ancien médecin des SS revenant volontairement suscitait des sentiments partagés de reconnaissance mêlés à une gêne inévitable. L'épouse de Munch, à mesure que son mari s'impliquait davantage dans des témoignages publics, des documentaires et des visites scolaires, exprimait une frustration croissante face à cette présence constante du passé. Pour elle, Auschwitz avait été un cauchemar dont ils s'étaient échappés et qui menaçait de consommer leurs dernières années. Cette tension entre l'épouse qui voulait oublier et le mari qui se sentait obligé de témoigner reflétait des dynamiques courantes dans les familles allemandes d'après-guerre, où le passé nazi générait des conflits intergénérationnels jamais complètement résolus. Les enfants de Munch, nés en 1940 et 1942, avaient grandi avec une connaissance partielle de l'endroit où leur père avait été, et c'est seulement progressivement qu'ils confrontaient la signification complète du fait qu'il ait été médecin à Auschwitz, bien qu'acquitté. Son acquittement à Cracovie établit légalement que tous les membres des SS à Auschwitz n'étaient pas également coupables, que les actions individuelles comptaient et qu'il était possible de résister à participer directement aux opérations d'extermination, même au sein de ce système totalitaire. Cette conclusion a des implications importantes pour comprendre l'agence humaine dans des situations de pression extrême et pour évaluer la culpabilité des auteurs dans d'autres contextes génocidaires. Cependant, l'absolution légale ne résout pas toutes les questions morales. Munch était resté 18 mois à travailler dans une installation qui contribuait au fonctionnement efficace du camp. Son travail a indirectement sauvé des vies en prévenant des épidémies qui auraient conduit à des liquidations massives, mais il a également facilité la continuation du système sans interruption. Son refus de participer aux sélections était moralement admirable et légalement décisif, mais il n'a pas empêché leur déroulement car d'autres médecins les ont effectués. Son traitement humain des prisonniers de son commando et ses efforts pour sauver des vies spécifiques existaient dans un cadre où il exerçait un pouvoir absolu sur des personnes en situation de vulnérabilité totale. Munch a occupé un espace intermédiaire où il a pris des décisions qui minimisaient sa participation directe aux crimes tout en restant dans la structure qui les perpétrait. Pour les éducateurs cherchant des leçons de l'Holocauste applicables de manière contemporaine, son cas démontre qu'il est possible, même dans des circonstances extrêmes, que les individus conservent un certain degré de choix moral, que l'obéissance aveugle n'est pas inévitable. Cette leçon déconstruit l'argument exculpatoire selon lequel tous auraient agi de la même manière. Cependant, elle illustre aussi les limites de la résistance individuelle au sein de systèmes totalitaires bien organisés, où même ceux qui refusent de participer directement peuvent contribuer indirectement simplement en restant dans la structure. La vie de Munch de 1947 jusqu'à sa mort en 2000 fut marquée par cette ambiguïté fondamentale. Il n'a jamais pu échapper complètement à Auschwitz, ni dans sa mémoire personnelle, ni dans son identité publique. Sa longévité, atteignant les 90 ans, lui donna des décennies pour réfléchir, témoigner dans de multiples contextes et tenter d'articuler le sens de ce qu'il avait vécu et fait. Dans ses témoignages finaux, il soulignait que son message principal était que l'Holocauste avait été possible parce que des personnes ordinaires y avaient participé, qu'il ne fallait pas des monstres pour commettre des crimes monstrueux, et que chaque génération devait rester vigilante contre les idéologies qui déshumanisent des groupes spécifiques. Cet avertissement, venant de quelqu'un à l'intérieur du système d'Auschwitz, a un poids particulier. Hans Wilhelm Munch mourut en 2001, 56 ans après la libération, emportant avec lui ses mémoires complètes, mais laissant un considérable héritage documentaire dans des témoignages, interviews, documentaires et analyses historiques.
Sa mort ferma un chapitre particulier de la mémoire de l'Holocauste, car il fut l'un des derniers membres du personnel des SS à Auschwitz à avoir vécu suffisamment longtemps pour témoigner largement à l'ère contemporaine. Son acquittement à Cracovie demeure comme le seul cas de ce type, un fait historique qui continuera à susciter des débats tant que l'Holocauste sera étudié. Son histoire rappelle que le mal de masse nécessite la participation de nombreuses personnes dans divers rôles, que la majorité des auteurs de crimes ne sont pas des fanatiques idéologiques, mais des individus ordinaires qui prennent des décisions sous pression, et que les choix moraux dans des situations extrêmes sont rarement clairs. Ces leçons constituent peut-être l'héritage le plus précieux du cas de Hans Wilhelm Munch pour les générations futures.